Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Exploration du pétrole et du gaz au Sénégal, le groupe Total s'implique. Un contrat a été signé dans ce sens. La multinationale veut aussi accompagner l'Institut dédié aux hydrocarbures, annonce son PDG au chef de l'État au cours d'une audience. Pour stabiliser la brèche de Saint-Louis, l'État a besoin de 15 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort du Conseil interministériel sur la question. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a également annoncé le soutien de l'État aux pêcheurs. Un environnement de plus en plus pollué, voilà le facteur le plus incriminé dans l'augmentation des cas d'asthme. Focus sur cette maladie, mais aussi sur la prise en charge qui se heurte aux idées reçues en cette journée mondiale de lutte contre l'asthme. Dans cette édition également, immersion dans le bois sacré pour découvrir le rite de l'initiation qui prépare les jeunes Diola à la vie adulte. Celui qui s'en charge est intronisé comme roi et prêtre. Zoom sur l'intronisation du 6e roi de Divinté à Oussouye dans la rubrique Au cœur de nos cultures. Football, Coupe du Monde des moins de 20 ans. Le ministre des Sports a remis le drapeau aux Lionceaux. Matar Ba les exhorte à représenter dignement le Sénégal en Corée du Sud. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, ce communiqué par décret numéro 2017-696 du 2 mai 2017, le président de la République a mis fin aux fonctions de M. Thierno Alassane Sall, ministre de l'Énergie, du Développement des énergies renouvelables. Monsieur Mohamed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre, est nommé ainsi cumulativement avec ses fonctions Premier ministre du Sénégal, avec ses fonctions de Premier ministre, ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables par décret numéro 2017-697 du 2 mai 2017. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Et puis le président de la République a quitté Dakar ce mardi à destination de Durban en Afrique du Sud. Le président Macky Sall va prendre part au Forum économique mondial qui se tient du 3 au 5 mai. À son départ de Dakar, le chef de l'État a été salué par le Premier ministre ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. Retour sur la célébration du 1er mai. Comme chaque année, le chef de l'État a reçu les cahiers de doléances des centrales syndicales. C'était à l'occasion d'une cérémonie solennelle au Palais de la République. À cette occasion, il a rendu hommage aux travailleurs pour leur contribution pour le développement du Sénégal. La synthèse de Oumar Nyinga. Au-delà de son caractère festif, le 1er mai est toujours un moment de dialogue franc entre le mouvement syndical et les pouvoirs publics. Cette année encore, le président de la République a reçu les centrales syndicales. Occasion de revenir sur l'importance de la contribution du travailleur dans le développement de notre pays. Mes chers partenaires sociaux, si notre pays a atteint un niveau de performance économique aussi appréciable, c'est qu'en grande partie, grâce à l'engagement et à la qualité des ressources humaines. Et il m'est particulièrement agréable de noter que nous célébrons la fête du travail cette année dans un contexte de redressement économique réussi. Fort de sa bonne stabilité politique et sociale, que nous avons la responsabilité collective de préserver. Le Sénégal conforte ainsi, grâce aux efforts de ses travailleurs émérites, une attractivité qui met en relief l'amélioration de l'environnement des affaires. Les leaders syndicaux sont d'accord sur un fait. Des efforts ont été consentis pour améliorer les conditions du travailleur. Je voudrais, Monsieur le Président de la République, réitérer, comme l'année dernière, les félicitations du Front syndical autonome par rapport aux efforts du gouvernement pris en direction de la maintien des prix de denrées de première nécessité. Moi, je pense que vous avez réussi l'exploit, Monsieur le Président, à ce que jusqu'à présent, quand même, il faut reconnaître, les denrées de première nécessité ont été maintenues à leur prix, malgré la conjoncture internationale que nous savons difficile. Là, je crois que vraiment, je vous tire mon chapeau parce que je pensais que la pression était tellement forte qu'on allait quand même faire sauter le bouchon. Mais jusqu'à présent, on a maintenu le cap. Merci, Monsieur le Président de la République. La synthèse force du changement
s'est battu pour la baisse des produits pétroliers. 3 fois de suite, le président a répondu favorablement et nous saluons. L'UNSAS se félicite de la tenue de la 2e conférence sociale sur la retraite, ainsi que du projet d'instauration de la pension minimale, la mise en place d'un régime simplifié pour les petits contribuables. Nous sommes sortis de ces rencontres très confiants quant à l'application des importantes recommandations qui, à coup sûr, permettront la pérennité de notre système de protection et son ouverture aux couches vulnérables. Seulement, il y aura toujours des doléances. C'est le sens même de l'engagement des organisations syndicales. Mais encore, faut-il que le dialogue soit sincère. Nous sommes ensemble liés et nous avons le même sort, c'est de développer ce pays et de partager les fruits de la croissance et de nos labeurs de façon la plus équitable qui soit. Ça, c'est des convictions fortes chez nous. Donc, si nous nous engageons dans un dialogue sincère, fécond, et que nous mettons tout sur la table, nous verrons ce qui est possible de ce qui ne l'est pas. Ce qui est possible, il n'y a aucune raison pour que l'État ne le fasse pas. Ce qui est impossible, on ne peut pas le faire. D'ores et déjà, le chef de l'État s'est félicité du climat social apaisé qui prévaut dans notre pays. Il faut le préserver par le dialogue. Pour sa part, le président Sall a réitéré son engagement dans ce cadre. Mesdames et messieurs et chers partenaires sociaux, il ne fait aucun doute que notre marche vers l'émergence économique dépend pour beaucoup de la refondation de notre système de dialogue social, gage de la préservation de la paix sociale dans notre pays. C'est pourquoi j'ai tenu à rappeler, lors de mon message du 1er mai dernier, mon attachement particulier au renforcement permanent du dialogue social. C'est dire combien il m'est agréable de noter que ce 1er mai 2017 soit célébré dans la semaine qui a suivi la 2e conférence sociale, dont la première édition tenue en 2014 a permis la signature du Pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique. Tous les secrétaires généraux ont donc transmis des revendications au nom de leur centrale, à l'oral d'abord et de façon symbolique ensuite. Les documents seront examinés et traités par le gouvernement. Pour le reste, la cérémonie solennelle a été l'occasion d'un dialogue direct où le chef de l'État a apporté des réponses aux questions soulevées. Et puis le groupe Total va s'impliquer dans l'exploration du pétrole et du gaz au Sénégal. Des contrats sont d'ailleurs signés ce mardi dans ce sens, reçus par le chef de l'État. Ce matin, le PDG du groupe a également annoncé la contribution de la multinationale dans l'édification prochaine d'un institut du pétrole et du gaz dans notre pays. Voici le PDG de Total au micro de Oumar Nying. Nous avons, avec le président de la République, évoqué le développement de Total au Sénégal. Total est présent depuis 70 ans au Sénégal. Nous sommes le premier distributeur de carburant pétrolier et nous souhaitons continuer à nous développer au Sénégal, notamment en participant à l'exploration des fonds du Sénégal. Donc nous avons évoqué des futurs contrats que nous allons signer cet après-midi avec Monsieur le Premier ministre. Des contrats d'exploration, de nouveaux permis pétroliers pour mettre en valeur le sous-sol du Sénégal et y rechercher du pétrole et du gaz. Donc Total est un leader dans l'exploration de pétrole et de gaz en Afrique. Nous ne le faisions pas au Sénégal et donc nous sommes ravis de pouvoir venir apporter nos compétences à la mise en valeur du sous-sol du Sénégal. Pour l'exploration, il faut faire des études de sismique, des études forêt surtout, faire des puits de pétrole. Donc nous nous sommes engagés dans des programmes de travaux importants. Nous sommes aussi engagés à contribuer au futur projet d'institut de pétrole et du gaz que le président appelle de ses voeux. Donc Total sera le premier contributeur à ce projet, de façon à montrer notre fort engagement auprès du Sénégal.
Le chef de l'État a également reçu Sidi Lamine Niasse, le président directeur général du groupe Walfadjri, est venu présenter les œuvres de son père Mame Khalifa Niasse au président Macky Sall. Des livres édités par Walfadjri seront présentés au public le 18 mai à l'occasion d'une cérémonie au King Fahd Palace. Le chef de l'État a décidé de prendre en charge l'organisation de la manifestation. Voici à ce propos Sidi Lamine Niasse à sa sortie d'audience au micro de Oumar Nying. J'ai été reçu par le président de la République à ma demande pour lui présenter les œuvres de mon père, Khalifa El Hadj Mohamed Niasse, que Walfadjri Édition vient d'éditer. Il y a 2 livres en français, Répliques et Délivrances. Il y a également des recueils de plus de 10 000 poèmes en arabe. Tout ça, ça a été édité, une partie en Égypte et une partie au Sénégal. On a discuté sur le contenu et il l'a bien apprécié. Je lui ai parlé également de la cérémonie qu'on compte faire pour accueillir, pour recevoir ce legs très important et aussi le parrain. Sidi Makhtar Mbacké, qui a été choisi d'abord pour saluer son action pour l'unité nationale et pour la cohésion nationale, mais également le parrain d'honneur, le souverain saoudien, le roi de l'Arabie saoudite, serviteur de 2 saintes mosquées. Tout ça pour pousser à l'unité de l'islam, mais aussi pour saluer l'effort fait par le roi pour l'élargissement des 2 saintes mosquées. Le président, en même temps, nous a proposé de faire l'organisation à King Fahd Palace, à la place de Cissesse, et que l'État nous offre cette place, vu son importance, avec le parrain d'honneur, le serviteur de 2 saintes mosquées, mais aussi avec le parrain effectif qui est Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, et surtout avec la présence de toute la classe politique, mais aussi des religieux, de tout le monde. Il a vu que la place qu'il fallait, c'est King Fahd, et l'offre, donc la date est toujours maintenue, c'est le 18 mai à partir de 15h. Je remercie le président de la République, il m'écoute, et quand je lui parle, vraiment, il le prend en considération. Ce n'est pas la première fois. Je le remercie vraiment pour cette considération. Je le disais en titre, 15 milliards de francs CFA, c'est la somme recherchée par l'État du Sénégal pour stabiliser la brèche de Saint-Louis. C'est ce qui ressort du conseil interministériel présidé par le Premier ministre ce matin. La rencontre a également annoncé, la rencontre a donc permis au Premier ministre d'annoncer un soutien conséquent du chef de l'État pour venir en aide aux pêcheurs sénégalais rentrés de la Mauritanie. La synthèse de Maman Moussagna. 500 familles, c'est le nombre de familles revenues de la Mauritanie et recensées par l'État du Sénégal. Depuis plusieurs mois, elles souffrent faute de ressources financières. C'est bientôt la fin de leur calvaire. Lorsque les pêcheurs étaient à Nouakchott, le président de la République a mis à leur disposition 75 millions. Mais cette fois-ci, il s'agit de leur donner un montant important pour leur permettre de reconstituer donc leur outil de production et de les aider. Ce montant-là va être défini dans les prochains jours pour pouvoir faire en sorte que ces populations puissent continuer à exercer leur métier de pêcheur. Les pêcheurs saint-louisiens soulagés, le maire de la ville tricentenaire s'en réjouit. Ces mesures vont impacter plus de 15 000 familles en termes d'accompagnement pour ces braves pêcheurs qui étaient en Mauritanie et qui sont revenus les mains vides. Plus de 15 000 habitants au kilomètre carré, c'est énorme. Et il leur fallait trouver de l'espace, non seulement au niveau de Porto, au niveau de Lompoul, mais aussi au niveau des communes environnantes. 15 milliards de francs CFA, c'est la somme que le gouvernement du Sénégal est en train de mobiliser pour faire face à cette brèche qui tue. Ces 15 milliards vont être mobilisés dans un délai relativement court pour pouvoir faire en sorte qu'une solution définitive puisse être trouvée au niveau de la brèche de Saint-Louis. En attendant, des solutions provisoires sont apportées. À savoir le positionnement de vedettes et de patrouilleurs au niveau de la brèche
pour réguler les entrées et sorties en fonction du mauvais temps et en fonction des prévisions de la météo. Venu prendre part à la rencontre, l'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie a apprécié les mesures prises par le Conseil interministériel. C'était vraiment salutaire, hein? Et ça traduit encore une fois la volonté du chef de l'État donc de s'occuper de ses enfants partout où ils sont dans le monde. Le Conseil interministériel qui s'est réuni autour du Premier ministre se tient quelques mois après la suspension de la délivrance des licences de pêche du côté de la Mauritanie, situation qui a causé le retour de centaines de pêcheurs sénégalais au pays natal. Le protocole de Malabo fait l'objet de profonds échanges à Dakar à l'occasion d'une rencontre de 2 jours de la société civile africaine. Ce protocole en procédure de signature de la ratification consacre la création d'une cour pénale régionale. Compte rendu René Massiga-Diouf. L'objet de la consultation est de débattre des conséquences de l'adoption du protocole de Malabo, un instrument juridique d'une grande envergure que sont en train de signer et de ratifier quelques États africains. La société civile du continent cherche à faire entendre sa voix, notamment pour ce qui concerne sa préoccupation principale relative au traitement de l'impunité. Amnesty International et ses partenaires saluent l'esprit du protocole qui lit son long chapelet de crimes. Ce qui nous préoccupe, c'est le fait que nous n'ayons pas une cour qui remplisse les normes internationales concernant vraiment les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité. Quand on dit les normes internationales, ça veut dire ne garantit pas la justice justement pour ces crimes, pour des gens qui sont protégés par l'immunité. Ça, c'est une question. Le protocole de Malabo ajoute une 3e compétence au projet initial de Cour africaine de justice et des droits de l'homme, une compétence en droit pénal international qui renforce les 2 domaines de compétences que sont les affaires générales et les droits humains. Il a été adopté en juin 2014 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Une cour pénale régionale est plus que salutaire dans un contexte africain de rejet massif de la CPI. On oppose souvent cette juridiction à créer avec la Cour pénale internationale. Je pense que cette opposition n'a pas sa raison d'être, parce que la Cour pénale internationale est une juridiction d'ultime recours. C'est une juridiction complémentaire. Elle n'est pas directement compétente. C'est uniquement lorsqu'il y a une absence de volonté de juger et une incapacité de juger. Donc on a recours à la Cour pénale internationale. Nous disons s'il faut une justice régionale, alors qu'elle réponde aux normes et garanties internationales pour les accusés, pour la réparation des droits des victimes. L'adoption du protocole est décrite comme une étape majeure dans la marche vers la mise en place d'une cour pénale régionale. Avec ses 3e compétences, la Cour africaine de justice et des droits de l'homme fonctionnera de la même manière que la Cour pénale internationale. Ouverture à Dakar de la première session des travaux du comité du projet de centre de référence en recensement avec collecte électronique des données en Afrique. Ce projet entre dans le cadre de la coopération Sud-Sud Brésil-FUNIAP et a pour objectif de former les instituts nationaux de statistiques de l'Afrique du Sud, du Sénégal et du Cap-Vert. Les précisions de Hamidou Diop. Cette première session de formation cible les instituts nationaux de statistiques de l'Afrique du Sud, du Sénégal et du Cap-Vert. L'objectif visé est de profiter de l'expérience de l'IGBE, l'Institut brésilien des statistiques, en vue de faire de ces centres des références en recensement avec collecte de données électroniques. UNFPA a été toujours impliqué dans les questions de recensement des données, etc. Depuis 2013, le recensement national du Sénégal, c'est UNFPA qui avait aidé le Sénégal à négocier la contribution des PDA, les petits ordinateurs à la main, à l'époque un peu moins sophistiqués que les smartphones d'aujourd'hui. Mais c'est UNFPA qui avait aidé les pays à négocier ça du Brésil et négocier une assistance technique du Cap-Vert qui avait déjà fait l'expérience. Et c'est là où a été née une très belle histoire parce que le Sénégal, ça a permis au Sénégal d'économiser 10 millions de dollars dans le recensement national et aussi de sortir les données 9 mois plutôt qu'antérieurement. Cette séance de renforcement de capacité est le fruit d'une coopération Sud-Sud Brésil-FUNIAP et prévoit le renforcement des capacités nationales, la construction et le développement de partenariats et l'élaboration de stratégies. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en Afrique, c'est 3 pays qui ont été choisis pour abriter les centres de référence et ces choix ne sont pas des choix fortuits. Donc c'est sur la base de l'expertise de ces 3 instituts
que sont l'Afrique du Sud, le Cap-Vert et le Sénégal. Pour ce qui nous concerne, c'est un challenge. Il faudra donc développer l'expertise, l'améliorer. Disposer d'informations de qualité et en temps réel est devenu une exigence pour les économies émergentes et seul l'investissement et la formation permettent d'y accéder. Retour sur la fête du 1er mai. Dans cette édition, c'est pour faire immersion dans le secteur de la santé. Le ministre était l'invité du syndicat autonome de la santé qui a mené une réflexion sur le médicament en rapport avec la couverture maladie universelle à l'hôpital de l'Aldiam de Guédiawaye. Les débats ont porté sur la réforme hospitalière, nous dit Oumar Diaw. Pendant que certains travailleurs défilaient, d'autres avaient choisi d'être entre quatre murs pour échanger sur des questions d'importance. Parmi elles, dans le domaine de la santé, le médicament. Nous nous sommes dit, il faut qu'on convoque la PMA, qu'on convoque la direction de la pharmacie et qu'on ait la CMU à côté pour pouvoir se parler, discuter, essayer de voir quels sont aujourd'hui les problèmes. Discuter des problèmes, c'est déjà un début de solution. Aucune offre de soins ne peut être de qualité si l'accès aux médicaments est difficile. C'est la conviction de la marraine. C'est un élément fondamental du système de santé qui est interpellé. Le médicament et tous les acteurs qui tournent autour du médicament. Les soins ne peuvent être complets et de qualité sans la disponibilité des médicaments pour les usagers. Si elle a rendu visite aux différents syndicats, le ministre de la Santé a passé beaucoup plus de temps avec le SAS. Vous m'invitez sur des thèmes qui font progresser le système. Vous m'invitez dans un climat qui est un climat où je sens l'engagement, la sérénité, mais également l'amour du travail. À ce propos, d'ailleurs, à Del Al-Jam, la réflexion entre les travailleurs et l'administration a porté sur la réforme hospitalière. C'était quoi la réforme? Parce qu'on ne peut pas travailler quand même dans une organisation et ne pas connaître l'environnement dans lequel on travaille. C'est quoi leur droit? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? À quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre en cas de faute, par exemple? Ces moments de discussion et d'échange permettent d'apaiser les tensions et d'aller vers des consensus dynamiques. Au-delà de simples diagnostics, ces rencontres peuvent contribuer à trouver des remèdes aux nombreux maux des hôpitaux. Une transition toute trouvée pour parler de la journée mondiale de l'asthme. L'asthme est une maladie respiratoire chronique. L'environnement, la pollution de l'air, le tabagisme et l'encens sont les facteurs les plus incriminés. Au service de pneumologie de l'hôpital de Fann, la prise en charge a été améliorée. Anaïs Nianyamane nous parle des nouveaux traitements dans ce reportage. L'asthme, maladie respiratoire, gagne du terrain au Sénégal. Selon les estimations, on note 7000 asthmatiques, jeunes comme adultes, dans l'ensemble du pays. L'asthme est une inflammation chronique des voies aériennes qui, chez les sujets prédisposés, est responsable de symptômes à type de gêne respiratoire, de toux, de dyspnée. Et ces symptômes peuvent être régressifs sous traitement ou spontanément. Donc c'est une maladie qui est chronique et qui touche pratiquement une bonne partie de la population. Le traitement de l'asthme a évolué. Au service de pneumologie de Fann, les patients retrouvent le sourire après une bonne prise en charge des crises. J'utilise les pompes à la maison, mais quand je fais des crises, il faut que je vienne à l'hôpital pour qu'on me mette le masque à oxygène. Cette masque-là, c'est une masque de nébulisation. Ça soulage le malade quand elle est en crise. Si ça nécessite une nébulisation, on fait la nébulisation. Avant, c'était des comprimés, c'était des injections que les sujets prenaient. Mais l'industrie pharmaceutique a fait un bond extraordinaire en introduisant donc ces aérosols qui vont directement au niveau des voies aériennes et faire leur action à ce niveau. Et ça va entraîner au bout d'une quinzaine de minutes une bronchodilatation des voies aériennes. L'éducation thérapeutique est aussi conseillée pour les asthmatiques. Il y a une notion très importante, c'est l'école de l'asthme. Le malade doit apprendre à connaître sa maladie, à connaître les facteurs déclenchants, à connaître les médicaments qu'il doit utiliser, mais aussi savoir à quel moment il doit aller se faire consulter. La maladie n'épargne personne. 10 à 15% des consultations au niveau du service de pneumologie sont des maladies inflammatoires chroniques.
Plusieurs facteurs favorisants sont connus. Ce sont des causes qui sont multiples et variées, avec à la tête donc cette notion d'hérédité, mais aussi la notion d'atopie avec les trophallergènes et les pneumallergènes. L'inhalation de ces substances, que ce soit de la poussière, que ce soit certains produits chimiques, peuvent déclencher ces crustacés. Au Sénégal, l'asthme fait partie des maladies les plus fréquentes. Elle ne se guérit pas, mais elle peut être contrôlée grâce à l'école de l'asthme. Nous parlons de cette pathologie toujours. L'asthme est une maladie chronique très répandue en Afrique et souvent liée à certaines idées reçues qui plombent un peu le traitement. Les vertus de la tortue sont souvent mises en avant pour parler de la guérison, mais les spécialistes sont formels. L'asthme ne se guérit pas. Asthme et idées reçues. C'est un reportage signé Fatimata Banelba. Selon certaines croyances africaines, la tortue a le pouvoir de guérir l'asthme. Abdoulaye Mbaye, assistant animalier au village des tortues de Noflaye, est souvent sollicité par certains pour leur procurer de l'eau déjà bue par cette espèce menacée. On prend un récipient, donc soit un bidon de 10 litres ou quelque chose comme ça, donc qu'on nettoie, donc on met de l'eau propre, donc l'eau de robinet, on donne donc à la tortue. Donc une fois qu'elle a fini de boire, donc on prend le restant de l'eau. Maintenant, la personne, une fois chez lui, va filtrer l'eau et va l'utiliser à nouveau. Donc souvent, on a des retours par rapport à ça, donc des gens qui nous disent que, voilà, que depuis qu'ils ont commencé à utiliser l'eau, ils ont vu donc une certaine amélioration donc côté santé. Dans la famille Gueye, tous les enfants sont asthmatiques. L'aîné souffre de crises récurrentes. Sa mère et elle ont testé tous les remèdes de grand-mère. On m'avait recommandé une tortue que je devais laisser dans la maison, mais ça n'a rien changé. J'ai eu aussi à lui donner de l'urine de lion et du sang de tortue. Mais tous ces traitements n'ont servi à rien. Parfois, je prends les feuilles de menthe, les infuse et tout. Il y a aussi des branches d'arbres et tout, des trucs comme un prescrit. Scientifiquement, la maladie ne se guérit pas. De l'urine de lion, de l'eau bue par des tortues ou encore l'utilisation de certaines plantes, beaucoup d'idées reçues sont véhiculées. Concernant le traitement, il y en a qui pensent qu'avec les plantes, certaines plantes, on arrive à guérir. C'est vrai que les études l'ont prouvé qu'il y a énormément de plantes qui ont des vertus et qui peuvent soigner l'asthme, qui ont des propriétés qui dilatent les branches. Parce que l'asthme, c'est quoi? C'est une inflammation des branches. Il reste à savoir maintenant comment les utiliser, à quelle dose et pendant quelle durée. Ça reste à déterminer. Il y a des us et coutumes, il y a beaucoup de légendes. Rien n'a été prouvé scientifiquement, mais je vois très souvent, une fois par semaine ou deux, quelqu'un qui vient, des fois même de loin, nous demander l'eau des tortues. Et on préfère ça qui nous demande comment acheter une tortue ou même si on en vend. Les spécialistes préconisent cependant le sport aux asthmatiques. Le sport est recommandé chez la personne qui est asthmatique, mais il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle un asthme d'effort. Et c'est pas parce qu'on a un asthme d'effort qu'on ne doit pas faire le sport. Le sport est toujours conseillé chez l'asthmatique. Donner un petit conseil aussi pour ceux qui vont faire la natation, que s'ils finissent de faire la natation, il va falloir se laver immédiatement parce qu'il y a certains produits tels que le chlore qui, s'ils sont allergiques, peuvent leur poser de problèmes. Certaines croyances et autres idées reçues ont la peau dure. Les spécialistes restent formels quant à l'utilisation de certains remèdes traditionnels. Il faut toujours requérir l'avis des médecins avant toute utilisation. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la journée mondiale consacrée à la lutte contre l'asthme. Santé toujours, cette fois-ci en milieu scolaire, pour parler de cette croisade contre l'anémie. Le ministère de l'Éducation nationale déroule un programme de supplémentation en fer au profit des jeunes filles des collèges et des lycées du Sénégal. Ce programme qui démarre cette année avec les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis a été officiellement lancé jeudi dernier au lycée Malick Sy de Thiès. Reportage Pape Kolingom. Lycée Malick Sy de Thiès, il est 11h. La cour de récréation est envahie par des visiteurs et un dispositif inhabituel. À la place du matériel pédagogique et scolaire, des registres d'enregistrement et des lots de médicaments, nous sommes en séance de supplémentation en fer. L'anémie est un fléau au niveau des adolescents et particulièrement au niveau de l'école. Vous savez, comme l'a dit le proviseur tout à l'heure, la santé est un intrant de qualité. Si les élèves, particulièrement les filles, ne sont pas en bonne santé, elles ne peuvent pas étudier correctement. C'est pourquoi il nous faut prendre en charge correctement la santé des élèves et particulièrement celle des adolescentes.
À l'image de Mariem Mbodj, les jeunes filles du lycée Malissi viennent de prendre leur première dose en fer. Par ce geste, les élèves s'engagent à barrer la route à l'anémie. L'anémie devenue un des obstacles majeurs aux performances scolaires. C'est une très bonne initiative, vraiment, parce qu'on peut être anémié sans le savoir. Ici à l'école, on est tout le temps fatigué, on a tout le temps des maux de tête, donc c'est une bonne chose. Ils viennent ici, ils nous donnent des médicaments, on nous supplémente en fait. Nous avons aussi des élèves qui quittent le circuit scolaire à cause de l'anémie et qui se manifestent par une baisse des capacités intellectuelles. Et l'élève n'arrive pas à avoir des résultats. Et ceci est lié à l'anémie. Selon les autorités sanitaires, des études ont révélé que l'anémie et la mauvaise alimentation peuvent être des facteurs déterminants des crises d'hystérie ou phénomène Dine Maïmouna. D'où la nécessité et l'intérêt pour les élèves de saisir cette bonne opportunité. Les symptômes liés à l'anémie peuvent être aussi responsables de cette hystérie et même de cauchemars que les élèves peuvent avoir. Quelques minutes avant le début de la cérémonie, j'ai assez observé les muqueuses des jeunes filles qui sont avec moi et puis de la moitié a une pâleur des muqueuses. Aux élèves également d'accepter de se faire supplémenter. Parce que ce que nous le faisons pour vous. Si vous êtes en bonne santé, vous serez en mesure d'étudier correctement et de réussir. Le programme de supplémentation en fer est une initiative de la division du contrôle médical scolaire. Il est financé par Nutrition International, un partenaire canadien. Son objectif est de combattre l'anémie chez les jeunes adolescentes en milieu scolaire. Cette autre initiative au service de la santé, Ranérou Ferlo sauve des vies. C'est sous ce slogan que la préfecture de Matam a organisé une journée départementale de don du sang, une initiative salutaire qui contribue à l'atteinte des objectifs des banques de sang de la région qui ont besoin de 2 000 donneurs par an pour couvrir les besoins de la région. Aminata Mbengofal. Cette journée départementale de don de sang s'est tenue sur initiative de la préfecture de Ranérou Ferlo. Elle répond ainsi à un appel des banques de sang de la région qui ont du mal à répondre aux besoins des structures sanitaires. Les populations de la région n'ont pas cette culture de donner du sang. Et tout le monde sait qu'en fait, principalement dans le département de Ranérou, c'est une zone où il y a beaucoup d'accidents et beaucoup de besoins en sang. Et c'est pourquoi, en fait, nous, administration, nous sommes engagés pour donner l'exemple, pour asseoir cette culture de civisme et cette culture de citoyenneté. Ranérou Ferlo sauve des vies à travers cette journée de don de sang. Plus d'une 50aine de poches ont été collectées. C'est un appel que je lance à tout le monde, que tout un chacun qui puisse le faire, doit le faire. Parce que sauver des vies, c'est un rôle que chacun doit jouer. C'est une première. Et la moyenne des collectes au niveau de la région d'habitude, c'était autour de 20-10 poches. Des fois, il nous arrivait de faire des déplacements de 0 poche. Pour l'instant, on est en cours et à mi-parcours, on est presque à 50. Il nous avait dit qu'il a un objectif de 100 donneurs. Un bilan satisfaisant selon les organisateurs, mais les besoins pour couvrir toute la région tournent autour de 12 000 donneurs par an. L'année dernière, nous étions à 1556 donneurs. Nous nous sommes fixés comme objectif cette année d'aller vers les 2000 donneurs. Mais on sait que pour couvrir correctement la région de Matam, il faut 12 000 donneurs. Et c'est de 18 à 60 ans, toute personne apte à donner du sang. Donner du sang, un geste simple mais combien important. Cette journée de don de sang a été également l'occasion pour les organisateurs de sensibiliser les populations pour plus d'engagement. Et puis la journée de l'enseignement supérieur a été célébrée à l'université à Sainte-Sec de Ziguinchor en présence du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le thème a porté cette année sur les réformes de l'enseignement supérieur, bilan et perspectives, nous dit Abdul Aziz Ban. Cette journée de l'enseignement supérieur a démarré par une rencontre entre le ministre et les enseignants de l'université Sainte-Sec de Ziguinchor, une rencontre qui a permis de discuter sur beaucoup de questions relatives à la bonne marche de l'institution. Ensuite, le ministre a eu droit à un face-à-face avec les étudiants dans l'amphithéâtre de l'université. Monsieur le ministre, nous vous remercions des 1000 lits que vous avez octroyés à notre université. Cependant, nous vous prions de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le démarrage et l'exécution des travaux. L'effectivité totale du cours de
L'interamicale des étudiants, aujourd'hui, de par leur choix, symbolise aujourd'hui la communion au sein de cette institution, la communion des esprits pour aller de l'avant, pour travailler ensemble. Prenant la parole, le ministre de l'Enseignement supérieur, comme dans un cours magistral, a échangé avec son auditoire sur le thème « Les réformes de l'enseignement supérieur, bilan et perspectives ». Ce sont des échanges très fructueux autour de l'ambition du président Macky Sall de transformer l'enseignement supérieur et la recherche, la nouvelle carte universitaire, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, l'innovation, l'amélioration des conditions sociales des étudiants au niveau des campus, la création des centres régionaux des œuvres universitaires, l'évolution de la recherche et de l'innovation, la mise en place des centres de recherche et d'essai et aussi l'effort sans commune mesure de financement en investissement pour les infrastructures et les équipements au niveau de l'enseignement supérieur. Au cours de ce face-à-face, il a été surtout question de réitérer l'engagement de l'État du Sénégal de faire de ce temple du savoir une grande université et ainsi faire de l'excellence une référence. Nous restons dans la région de Ziguinchor. Le 6e roi de Djiventé vient d'être officiellement intronisé et cela s'est passé dans le département d'Oussouye. Le roi est chargé de protéger les jeunes dans le bois sacré. En même temps, il porte un pan entier de la culture Diola. Roi de Djiventé, gardien des traditions Diola. C'est le sujet de la rubrique Au cœur de nos cultures, un reportage de Moussa Mané. Moment le plus attendu par tout un peuple, l'arrivée du 6e roi prêtre du bois sacré du village de Djivante. Désormais, le nommé Sioum Oussel Gandoul sera le prêtre, le protecteur des futurs initiés du village. Son intronisation mérite bien une fête. Événement pour nous les femmes. Nous prions Dieu pour qu'il nous donne la force et la santé afin d'assister à ce grand événement, l'entrée dans le bois sacré de nos enfants. Les femmes sont très contentes. Sur ma tête, un pot rempli de vin pour boire. Le dernier prêtre protecteur du bois sacré est décédé en 2001. Depuis, tous les sages du village étaient inquiets à l'approche de la prochaine initiation. Car les jeunes sont devenus adultes, ils doivent franchir une nouvelle étape de leur vie. La coutume voudrait que le prêtre soit forcément issu des familles Gandoul, Bassène et Diatta. Depuis très longtemps, on était à la recherche du gardien du bois sacré. On était très inquiets à l'approche de l'événement. Les fétiches ont joué leur partition et le salut est venu d'eux. Le nouveau prêtre s'appelle Sioum Oussel Gandoul. Je suis très confiant que les jeunes vont entrer dans le bois sacré. L'intronisation du 6e roi ou prêtre protecteur du bois sacré marque le début des festivités qui vont aboutir à l'initiation. On boit, on danse en l'honneur du roi. Le temps vient d'être donné et chaque famille doit préparer ses enfants, mais surtout faire des économies pour faire face aux dépenses en vivres et en bétail. Depuis 2001, depuis la mort du 5e roi, il nous est difficile d'organiser une manifestation. Les jeunes sont devenus des adultes, ils ont besoin d'une référence. Aujourd'hui, les gens doivent se préparer en vue de l'initiation. Ils doivent faire des économies pour acheter des vivres et du bétail pour l'entrée de leurs enfants. Situé dans la commune de Oukout, département d'Oussouye, le village de Djivante va au même titre que d'autres villages célébrer bientôt ce passage à l'âge adulte. Car la dernière initiation remonte à plus de 35 ans. D'ici là, les jeunes n'avaient pas le droit de se marier ni d'avoir des enfants. On comprend alors pourquoi leur détermination à danser.
Voilà pour la rubrique au cœur de nos cultures dans la cour du roi des Viventes à Oussouye. La rubrique revient donc mardi prochain. Et puis un meeting politique a été organisé par un responsable politique et allié du président Macky Sall. Il s'agit d'Abdoulaye Ndour à Diok dans le département de Fatick. Le cadre a été mis à profit pour revenir sur les réalisations du président dans la zone. Claire Diop nous en dit plus. Macky Sall rek, Macky Sall dong, Macky Sall cote, mon frère. D'emblée, le ton est donné. Cette grande mobilisation témoigne l'engagement des militants et sympathisants de l'APR ici à Diok, une localité dans la commune de Thiaré-Ndialki, département de Fatick. Dans la zone, des réalisations concrètes sont à l'actif du président Macky Sall, et ce, dans divers domaines. Le Sine aujourd'hui a un nouveau visage. Le Sine des routes goudronnées, le Sine des forages, le Sine des pistes de production, le signe des cases de santé, le signe des moulins, et j'en passe. Aujourd'hui, si on s'est hasardé à voir listé ce que le président Macky Sall a fait pour le Sine, on va passer la nuit. Et il ne va pas s'arrêter. Son ambition aujourd'hui, c'est d'appeler tous les Sénégalais dans un élan de solidarité, dans un élan d'engagement, dans une mobilisation sans faille, pour qu'on puisse aller tranquillement et sûrement vers les rampes de l'émergence. Au cœur des préoccupations également, les élections législatives prochaines. Fatick compte quelques 150 000 électeurs inscrits sur les listes électorales. L'ambition est de donner une majorité confortable au président Macky Sall. Le Sénat vote toujours à plus de 80% pour le président Macky Sall. Nous allons aujourd'hui maintenant, avec la mobilisation que nous avons connue aujourd'hui, l'ambition d'avoir 90% aux élections législatives et 95% aux élections présidentielles de 2019. Nous remercions tous les parents, tous les amis, tous les frères, tous les camarades qui se sont mobilisés pour rendre cette ville si belle. Dans mon village natal, le village de Diok. Il n'y a jamais eu de combat dans le Sine, parce que le Sine est mobilisé derrière des responsables comme Abdoulaye Ndour, que je remercie au passage pour sa générosité. Vous avez une force, et votre force, c'est la générosité. Et quand on est généreux, on réussit tout ce qu'on entreprend. C'est pourquoi vous constituez et vous représentez pour moi un modèle de générosité et de loyauté, parce que vous êtes engagés. Beaucoup étaient les responsables politiques à prendre part à ce meeting. Les jeunes sont appelés à mieux s'impliquer. L'engagement est pris par les acteurs de travailler main dans la main pour une victoire éclatante du parti Alliance pour la République au soir des élections législatives et présidentielles prochaines. Sur l'international, 8 soldats maliens ont été tués dans une embuscade au centre du pays. En France, 65% des électeurs de Jean-Louis Mélenchon ont opté pour le vote blanc au deuxième tour de la présidentielle. Disparition en Tunisie de l'historien et islamologue Mohamed Talbi. C'est le récit de Cher Traoré. Embuscade meurtrière au Mali, 8 soldats ont été tués et 4 autres blessés. L'attaque a été menée par des djihadistes dans le centre du Mali entre Nampala et Djabali, rapporte l'agence France Presse. C'est un véhicule de tête de l'armée malienne qui a sauté sur une mine. Selon des sources militaires, les assaillants ont immédiatement ouvert le feu. Cette attaque survient quelques jours après la prorogation de l'état d'urgence par l'Assemblée nationale malienne pour une durée de 6 mois. Emmanuel Macron ne pourra pas compter sur une bonne partie des électeurs de Mélenchon. Plus de 65% des soutiens de la France insoumise ont indiqué qu'ils vont voter blanc ou s'abstenir lors du second tour de la présidentielle de dimanche. C'est le résultat d'une vaste consultation populaire lancée par Jean-Luc Mélenchon. 35% d'entre eux ont toutefois indiqué qu'ils vont voter pour Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche qui pourra se consoler avec le soutien de nombreux artistes et hommes politiques français. Mohamed Talbi est mort. L'historien et islamologue tunisien s'est éteint lundi 1er mai à l'âge de 95 ans. Défenseur d'un islam ouvert, il s'est distingué par son franc-parler et ses prises de position. Le président Béji Caïd Essebsi a exprimé sa profonde tristesse. Il a salué la mémoire d'un intellectuel libre, réformiste, audacieux et militant national qui a toujours lutté pour venir apporter nos compétences à la mise en valeur du sous-sol du Sénégal. Pour l'exploration, il faut faire des études de sciences
sismiques, les études forêt surtout, faire des puits de pétrole. Donc nous nous sommes engagés dans des programmes de travaux importants. Nous sommes aussi engagés à contribuer au futur projet d'institut de pétrole et du gaz que le président appelle de ses voeux. Donc Total sera le premier contributeur à ce projet, de façon à montrer notre fort engagement auprès du Sénégal. Le chef de l'État a également reçu Sidi Lamine Niasse, le président directeur général du groupe Walfadjri, est venu présenter les œuvres de son père Mame Khalifa Niasse au président Macky Sall. Des livres édités par Walfadjri seront présentés au public le 18 mai à l'occasion d'une cérémonie au King Fahd Palace. Le chef de l'État a décidé de prendre en charge l'organisation de la manifestation. Voici à ce propos Sidi Lamine Niasse à sa sortie d'audience au micro de Oumar Nying. J'ai été reçu par le président de la République à ma demande pour lui présenter les œuvres de mon père, Khalifa El Hadj Mohamed Niasse, que Walfadjri Édition vient d'éditer. Il y a 2 livres en français, Répliques et délivrances. Il y a également des recueils de plus de 10 000 poèmes en arabe. Tout ça, ça a été édité, une partie en Égypte et une partie au Sénégal. On a discuté sur le contenu et il l'a bien apprécié. Je lui ai parlé également de la cérémonie qu'on compte faire pour accueillir, pour recevoir ce legs très important et aussi le parrain. Sidi Makhtar Mbacké, qui a été choisi d'abord pour saluer son action pour l'unité nationale et pour la cohésion nationale, mais également le parrain d'honneur, le souverain saoudien, le roi de l'Arabie saoudite, serviteur de 2 saintes mosquées. Tout ça pour pousser à l'unité de l'islam, mais aussi pour saluer l'effort fait par le roi pour l'élargissement des 2 saintes mosquées. Le président, en même temps, nous a proposé de faire l'organisation à King Fahd Palace, à la place de Cissesse, et que l'État nous offre cette place, vu son importance avec le Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Exploration du pétrole et du gaz au Sénégal, le groupe Total s'implique. Un contrat a été signé dans ce sens. La multinationale veut aussi accompagner l'Institut dédié aux hydrocarbures, annonce son PDG au chef de l'État au cours d'une audience.
Pour stabiliser la brèche de Saint-Louis, l'État a besoin de 15 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort du Conseil interministériel sur la question. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a également annoncé le soutien de l'État aux pêcheurs. Un environnement de plus en plus pollué, voilà le facteur le plus incriminé dans l'augmentation des cas d'asthme. Focus sur cette maladie, mais aussi sur la prise en charge qui se heurte aux idées reçues en cette journée mondiale de lutte contre l'asthme. Dans cette édition également, immersion dans le bois sacré pour découvrir le rite de l'initiation qui prépare les jeunes Diola à la vie adulte. Celui qui s'en charge est intronisé comme roi et prêtre. Zoom sur l'intronisation du 6e roi de Divinté à Oussouye dans la rubrique Au cœur de nos cultures. Football, Coupe du Monde des moins de 20 ans. Le ministre des Sports a remis le drapeau aux Lionceaux. Matar Ba les exhorte à représenter dignement le Sénégal en Corée du Sud. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, ce communiqué par décret numéro 2017-696 du 2 mai 2017, le président de la République a mis fin aux fonctions de M. Thierno Alassane Sall, ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables. Monsieur Mohamed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre, est nommé ainsi cumulativement avec ses fonctions Premier ministre du Sénégal, avec ses fonctions de Premier ministre, ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables par décret numéro 2017-697 du 2 mai 2017. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Et puis le président de la République a quitté Dakar ce mardi à destination de Durban en Afrique du Sud. Le président Macky Sall va prendre part au Forum économique mondial qui se tient du 3 au 5 mai. À son départ de Dakar, le chef de l'État a été salué par le Premier ministre ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. Retour sur la célébration du 1er mai. Comme chaque année, le chef de l'État a reçu les cahiers de doléances des centrales syndicales. C'était à l'occasion d'une cérémonie solennelle au Palais de la République. À cette occasion, il a rendu hommage aux travailleurs pour leur contribution pour le développement du Sénégal. La synthèse de Oumar Nyinga. Au-delà de son caractère festif, le 1er mai est toujours un moment de dialogue franc entre le mouvement syndical et les pouvoirs publics. Cette année encore, le président de la République a reçu les centrales syndicales. Occasion de revenir sur l'importance de la contribution du travailleur dans le développement de notre pays. Mes chers partenaires sociaux, si notre pays a atteint un niveau de performance économique aussi appréciable, c'est qu'en grande partie, grâce à l'engagement et à la qualité des ressources humaines. Et il m'est particulièrement agréable de noter que nous célébrons la fête du travail cette année dans un contexte de redressement économique réussi. Pour sa part, le président Sall a réitéré son engagement dans ce cadre. Mesdames et messieurs et chers partenaires sociaux, il ne fait aucun doute que notre marche vers l'émergence économique dépend pour beaucoup de la refondation de notre système de dialogue social, gage de la préservation de la paix sociale dans notre pays. C'est pourquoi j'ai tenu à rappeler, lors de mon message du 1er mai dernier, mon attachement particulier au renforcement permanent du dialogue social. C'est dire combien il m'est agréable de noter que ce 1er mai 2017 soit célébré dans la semaine qui a suivi la deuxième conférence sociale, dont la première édition tenue en 2014 a permis la signature du pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique. Tous les secrétaires généraux ont donc transmis des revendications au nom de leur centrale, à l'oral d'abord et de façon symbolique ensuite. Les documents seront examinés et traités par le gouvernement. Pour le reste, la cérémonie solennelle a été l'occasion d'un dialogue direct où le chef de l'État a apporté des réponses aux questions soulevées.
Et puis le groupe Total va s'impliquer dans l'exploration du pétrole et du gaz au Sénégal. Des contrats sont d'ailleurs signés ce mardi dans ce sens, reçus par le chef de l'État. Ce matin, le PDG du groupe a également annoncé la contribution de la multinationale dans l'édification prochaine d'un institut du pétrole et du gaz dans notre pays. Voici le PDG de Total au micro de Oumar Nying. Nous avons, avec le président de la République, évoqué le développement de Total au Sénégal. Total est présent depuis 70 ans au Sénégal. Nous sommes le premier distributeur de carburant pétrolier et nous souhaitons continuer à nous développer au Sénégal, notamment en participant à l'exploration des fonds du Sénégal. Donc nous avons évoqué des futurs contrats que nous allons signer cet après-midi avec Monsieur le Premier ministre. Des contrats d'exploration, de nouveaux permis pétroliers pour mettre en valeur le sous-sol du Sénégal et y rechercher du pétrole et du gaz. Donc Total est un leader dans l'exploration de pétrole et de gaz en Afrique. Nous ne le faisions pas au Sénégal et donc nous sommes ravis de pouvoir... Fort de sa bonne stabilité politique et sociale, que nous avons la responsabilité collective de préserver, le Sénégal conforte ainsi, grâce aux efforts de ses travailleurs émérites, une attractivité qui met en relief l'amélioration de l'environnement des affaires. Les leaders syndicaux sont d'accord sur un fait. Des efforts ont été consentis pour améliorer les conditions du travailleur. Je voudrais, Monsieur le Président de la République, réitérer, comme l'année dernière, les félicitations du Front syndical autonome par rapport aux efforts du gouvernement pris en direction de la maintien des prix de denrées de première nécessité. Moi, je pense que vous avez réussi l'exploit, Monsieur le Président, à ce que jusqu'à présent, quand même, il faut reconnaître, les denrées de première nécessité ont été maintenues à leur prix, malgré la conjoncture internationale que nous savons difficile. Là, je crois que vraiment, je vous tire mon chapeau parce que je pensais que la pression était tellement forte qu'on allait quand même faire sauter le bouchon. Mais jusqu'à présent, on a maintenu le cap. Merci, Monsieur le Président de la République. La synthèse force du changement s'est battue pour la baisse des produits pétroliers. 3 fois de suite, le Président a répondu favorablement et nous saluons. L'UNSAS se félicite de la tenue de la 2e conférence sociale sur la retraite, ainsi que du projet d'instauration de la pension minimale, la mise en place d'un régime simplifié pour les petits contribuables. Nous sommes sortis de cette rencontre très confiants quant à l'application des importantes recommandations qui à coup sûr permettront la pérennité de notre système de protection et son ouverture aux couches vulnérables. Seulement, il y aura toujours des doléances. C'est le sens même de l'engagement des organisations syndicales. Mais encore, faut-il que le dialogue soit sincère. Nous sommes ensemble liés et nous avons le même sort, c'est de développer ce pays et de partager les fruits de la croissance et de nos labeurs de façon la plus équitable qui soit. Ça, c'est des convictions fortes chez nous. Donc, si nous nous engageons dans un dialogue sincère, fécond, et que nous mettons tout sur la table, nous verrons ce qui est possible de ce qui ne l'est pas. Ce qui est possible, il n'y a aucune raison pour que l'État ne le fasse pas. Ce qui est impossible, on ne peut pas le faire. D'ores et déjà, le chef de l'État s'est félicité du climat social apaisé qui prévaut dans notre pays. Il faut le préserver par le dialogue.